Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce second webinaire consacré aux élections européennes. J'en profite d'ailleurs pour dire que ça n'est pas facile de recevoir des invités, des listes en présence. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, 38 je crois, mais surtout il semblerait qu'il n'y a pas grand monde qui souhaite s'exprimer sur les questions d'environnement, de biodiversité ou de climat. Ceci me mène, pardon, à vous présenter l'invité du jour, Thomas Pellerin-Carlin, que vous connaissez bien à la JE puisqu'on l'a reçu quand il était chargé du programme énergie-climat au sein de l'Institut Jacques Delors, puis un petit peu plus récemment quand il a été en charge des investissements européens au sein de l'Institut de l'économie pour le climat, I4C. Et donc, ça m'amène à ma première question. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'abandonner le chemin de la recherche pour emprunter celui de la politique? Euh, il y a une version courte et une version longue. La version courte, je me suis posé la question déjà parce que Raphaël Glucksmann m'a posé la question. Il m'a posé cette question-là en juillet 2023 et j'ai pris 2 mois pour lui répondre. Et je lui ai répondu oui du coup au bout de 2 mois. Et ce qui m'a amené à dire oui malgré tout, si je puis dire, puisque je connais je vois, mais maintenant je connais la cruauté, la difficulté du monde politique, surtout français. C'est que j'ai l'impression qu'on est à un stade où les analyses factuelles ne seront même plus reprises par les partis, disons, de gouvernement pour mal m'exprimer. Si je reviens un peu sur le moment en fait voilà, le moment que je vois, c'est une période en fait en 2023 où, à ma grande surprise, il y a un retour de bâton contre le pacte vert européen. Ce retour de bâton, ça m'a pas surpris qu'il existe. Moi, je pensais qu'il allait arriver en 2026-2027, au moment où les politiques publiques commencent réellement à avoir un vrai impact sur l'économie, etc. Et j'ai été très surpris qu'il arrive 4 ans en avance, qu'il arrive en 2023, à un moment où aucune, aucune des politiques publiques du pacte vert n'était appliquée. Beaucoup d'entre elles étaient encore en négociation, d'autres venaient d'être adoptées, mais enfin, vous connaissez le temps de mise en œuvre du droit européen et des directives européennes, et ce qui faisait que, alors, il y a peut-être une exception et une micro-mesure que j'ai oubliée, mais il y avait quasiment rien de réel lié au pacte vert qui était mis en œuvre en 2023. Et, et donc, du coup, à cette époque-là, l'extrême droite était contre les mesures écologiques européennes. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. La droite européenne s'était retournée. Ça, moi, j'ai eu l'impression que ça s'est passé en février 2023, sous l'impulsion d'un eurodéputé allemand qui s'appelle Christian Eller, qui a mené une résolution qui disait, qui parlait, je crois, je cite de mémoire, il parlait de The failure of the Green Deal to deliver a business plan. Il parlait d'échec du Green Deal en février 2023, me semblait un peu prématuré. Comment juger de l'échec de quelque chose qui n'a même pas encore été pleinement mis en œuvre. Peut-être la surprise des surprises pour moi, c'était au printemps 2023, je sais plus exactement quand, je pense que c'était en mai, où j'ai été, en tant que chercheur, mais avec beaucoup d'autres, invité au Palais de l'Élysée pour remplir une salle où allait parler Emmanuel Macron. Et c'est lors de ce discours-là qu'Emmanuel Macron fait son annonce de pause réglementaire européenne sur les questions environnementales. Et je me souviens qu'en tant que chercheur, j'ai été, enfin, littéralement, ma mâchoire s'est décrochée au moment où j'ai entendu le président de la République française prononcer ces mots, puisque moi, je savais ce que ça voulait dire, en fait. C'est-à-dire que il y avait un ralliement disons, de la force qui, au Parlement européen, c'est Renew, quoi, voilà, donc des centristes, à un agenda de pause, qui était un agenda, en fait, avant, qui était un agenda réservé à l'extrême droite et à une partie de la droite européenne. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai dit oui, en fait, à Raphaël Glucksmann plus tard. C'est parce que j'étais arrivé à un moment où, clairement, il y avait une sorte d'approche de politique politicienne sur les questions écologiques. Voilà, donc je me suis posé la question de là où est-ce que je pouvais être utile. Et je compte pas faire de la politique toute ma vie, vraiment pas. C'est pas, voilà, c'est pas moi. Le métier de chercheur me manque déjà. Mais je pense que là, c'est nécessaire pour le temps qu'il faudra. J'espère pas plus de 10 ans
pour voilà, remettre les choses un peu d'équerre et qu'on ait à nouveau au niveau européen une qualité de débat qu'on a eu en fait entre 2019 et 2022, hein, mais qu'on n'a plus aujourd'hui sur les questions environnementales au sens large et énergétiques de manière plus précise, puisque c'est là en particulier où réside mon expertise et là où je siégerai si je suis élu eurodéputé le 9 juin. Alors, moi, il y a une chose en tant que journaliste, évidemment, mais aussi citoyen, qui m'interpelle, c'est quand on regarde les programmes des candidats et des listes et des partis, on est parfois surpris par le fait qu'il y a, comment dire, il n'y a pas forcément les mêmes promesses dans les listes, les professions de foi des partis nationaux et celle des groupes au Parlement européen. Et donc, il y a quand même des écarts, on va dire, entre ce que propose la liste PS Place Publique et ce que propose le groupe des socialistes et alliés, SED, au Parlement européen. Alors, comme citoyen, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder votre liste, on doit regarder celle de vos petits camarades européens. Alors, vous pouvez bien sûr faire les deux. Euh, Peut-être pour donner deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que les manifestes au niveau européen sont plus vagues que les manifestes au niveau nationaux. C'est quand même un Tout euphémisme. Voilà, simplement parce qu'il faut mettre beaucoup de gens d'accord. Voilà. Euh, et aussi, il y a des sujets qui sont des sujets de dimension européenne, mais qui ont une résonance particulière au niveau national dans certains pays et pas dans d'autres. Je prends un exemple. La question pour nous, si nous, dans notre programme, on met l'interdiction du glyphosate, c'est parce que ce sujet-là est un sujet qui a une résonance particulière en France. Nos partenaires européens qui sont sur la même ligne hein, de l'interdiction du glyphosate vont pas mettre glyphosate spécifiquement. Ils vont parler plus généralement des néonicotinoïdes, des pesticides, etc. Parce qu'il n'y a pas eu une hyper politisation de la question du glyphosate dans la plupart des pays européens, comme on l'a eu chez nous. Puisque, souvenons-nous de 2017, c'est quand même un moment où le président de la République nomme une sorte de super ministre, alors à l'époque Nicolas Hulot, et fait de la question du glyphosate une question sur laquelle voilà, il y a des promesses de plus de glyphosate dans 5 ans, donc c'était 2022, et revient sur cette promesse-là, ce qui fait que la France s'est abstenue et a donc laissé passer le renouvellement du glyphosate au niveau du Conseil de l'Union européenne pour 10 années de plus. Euh, et donc là, vous voyez un élément où sur un élément très précis, parfois nos camarades européens nous disons, bon, c'est trop précis, je comprends pas pourquoi est-ce que vous les Français voulez absolument parler de ça, alors qu'évidemment au niveau français, bah ça, voilà, c'est un point particulier qui est important en soi et qui permet, si je puis dire, d'incarner un discours politique plus général. Sur la question de l'agriculture, de la relation au vivant, etc. Donc ça, c'est le premier élément d'explication de l'écart. C'est aussi que les programmes nationaux aussi sont du coup beaucoup plus longs. Donc le manifeste du Parti socialiste européen, j'ai plus en tête son nombre de pages, mais c'est une vingtaine de pages grosso modo. 24. 24, ouais, voilà, je me suis pas trop trompé. Et la version longue, nous, de notre programme, elle est de plus de 40 pages. Donc forcément, il y a beaucoup plus de détails là-dessus. Et le deuxième point, bah, c'est qu'évidemment, chaque voilà chaque famille politique a voilà c'est des membres différents et du coup bah, la partie française si je puis dire de la famille social-démocrate européenne elle a une vision qui est peut-être légèrement plus écolo et légèrement plus sociale que la moyenne. Alors on est très très aligné avec nos amis espagnols là-dessus avec qui on a une histoire très similaire. Mais par exemple nos amis italiens ont des origines diverses. Le Partito Democratico en Italie, il y a une partie des gens qui, comme nous, ont une histoire qui vient de la social-démocratie européenne et du socialisme pour une partie d'entre eux, mais aussi une partie d'entre eux viennent de la démocratie chrétienne. Je pense à Enrico Letta, par exemple, pour lequel j'ai pu travailler. Enrico était dans la démocratie chrétienne à l'époque où il est rentré en politique dans les années 80-90. Donc il y a ces nuances-là. Et du coup, une des choses qui se joue aussi, c'est bah, quelle va être la coloration de cette famille politique-là après les élections. Et donc, de fait, plus il y a de Français qui seront élus au sein de la social-démocratie européenne, bah, plus la social-démocratie européenne se francisera, c'est pas forcément le bon terme, mais aura, voilà, ça va renforcer, si je puis dire, un peu le pôle social-écologique au sein de cette famille.
social-démocrate européenne. Et ça, c'est aussi un des enjeux, hein, pour le coup des élections. Là, la délégation française au sein des sociaux-démocrates européens ont réussi à peser beaucoup vu leur petit nombre. Je t'ai quand même rappelé qu'ils sont six. Euh, donc c'est pas voilà en 2019 il y a eu six eurodéputés élus dont Raphaël Glucksmann dont Aurore Lalucq. Là on verra ce que les citoyens français qui votent en France vont décider. Euh, voilà je sais pas combien on sera. Mais si on en croit les sondages c'est au moins un doublement de ça ce qui augmentera du coup notre capacité à avoir un impact dans notre groupe et donc du coup un impact sur l'Union européenne et à mettre en œuvre la version disons, plus proche du programme qu'on propose en France. Alors, 12 élus, place publique PS, ça veut dire que vous serez renvoyé au Parlement de Strasbourg. Sur quelle thématique vous souhaiteriez imprimer votre marque, dans la mesure du possible? Moi, personnellement? Oui, Oui, puisque c'est ok. vous qu'on interviewe. Oui, non, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris la question. Donc moi, je serai titulaire en ITRE, donc c'est la commission parlementaire en charge de l'industrie, technologie, recherche, énergie. Donc pour ce qui concerne les questions environnementales, il y a évidemment toutes les questions énergétiques. Il y a aussi une part des enjeux industriels, à la fois sur, j'aime pas trop le terme d'industrie verte parce qu'il a été beaucoup enfumé par le gouvernement récemment, mais comment est-ce qu'on développe les industries de la pompe à chaleur, des panneaux solaires. Donc pour celles et ceux qui ont suivi le débat européen ou mes travaux, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait après le Net Zero Industry Act, dont je suis content qu'il existe, mais qui va pas révolutionner la vie. Et toujours dans cette commission-là, il y a tout l'enjeu recherche. Ça, c'est un des enjeux qui est, j'ai l'impression, complètement absent en fait des débats. Ou sinon, j'ai vraiment raté un truc. Mais personne ne parle du budget européen de la recherche, alors que c'est vraiment un des piliers fondamentaux pour toutes nos connaissances scientifiques dans des sujets type les mathématiques profondes qui sont en dehors de notre champ à nous, mais aussi sur des tas de sujets de comment est-ce qu'on a une science indépendante qui base des évaluations sur la base de nos connaissances et de méthodes scientifiques et pas d'un truc qui a été financé par Monsanto. Et donc ça, c'est fondamental. Ce budget-là, c'est surtout Horizon Europe, le grand programme européen pour la recherche. C'est environ 13 milliards d'euros par an consacrés à la recherche. Et donc moi, une de mes petites missions, ça va être de travailler sur ce budget-là pour mieux inclure les sciences humaines et sociales, notamment sur les enjeux environnementaux, où il y a un manque d'inclusion qui a été déjà bien montré hein, par beaucoup de chercheuses et de chercheurs, qui fait que, et je donne juste cet exemple-là, mais qui fait qu'on a beaucoup de projets où en fait on demande aux ingénieurs de développer la technologie et une fois que la technologie est développée, fixée, qu'on peut plus la bouger, on demande aux sociologues et à d'autres gens des sciences humaines, dont moi je suis aussi issu, de dire comment est-ce que on rend la technologie acceptable. Alors qu'évidemment, une manière intelligente de travailler, c'est de travailler en lien entre les sciences physiques et les sciences humaines, pour le dire comme ça, de manière à ce que la technologie soit développée en ayant déjà pensé les enjeux liés, disons, les enjeux étudiés par les sciences humaines, que ce soit l'acceptation ou même la désirabilité par les usagers, mais aussi les enjeux de comment est-ce que les travailleurs s'approprient une technologie, comment est-ce qu'ils la maintiennent, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui va voilà, constituer le cœur de mon action en tant qu'eurodéputé dans cette commission parlementaire. Je serai aussi dans une deuxième commission parlementaire en tant que suppléant. Donc ça, ce sera évidemment, si je puis dire, la commission environnement, qui traite les enjeux de marché européen du carbone, par exemple, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé et je compte m'investir sur ce sujet-là en particulier parce que j'ai une valeur ajoutée vis-à-vis de mes petits camarades. Mais on aura aussi évidemment une présence sur les enjeux agricoles, sur les enjeux pesticides au sein de cette commission environnement. Et là, je serai évidemment en lien avec d'autres personnes qui seront chefs de file. On verra combien on est à être élu, mais une des personnes qui est déjà sur ce sujet-là depuis un an dans notre délégation avec qui je travaille étroitement, c'est Christophe Clergeau, qui lui est en commission à agriculture en titulaire et environnement en suppléant. On verra ensuite en fonction de qui est élu, voilà, qui sera notre titulaire en environnement, mais je travaillerai évidemment étroitement avec cette personne-là. À la commission ITRE, donc vous aurez travaillé sur les questions d'énergie, vous l'avez dit, et d'industrie et de recherche. Ça veut dire que vous allez devoir travailler sur ces nouvelles technologies d'abattement du carbone. Je pense évidemment à la CCS, je pense aussi au captage direct et au BECS.
Quelle est la philosophie des sociodémocrates européens sur ces technologies qui ne sont pas forcément très bien acceptées par le public aujourd'hui? Alors, c'est pas un sujet dont on a pu débattre en détail. Donc là, je vais plus vous donner une position qui est la nôtre en France, sans forcément m'exprimer au nom de tous les sociodémocrates européens. L'approche générale, c'est de considérer ces technologies-là comme étant des choses qui sont euh, essentielles pour, disons, franchir la dernière marche qui nous permettra d'atteindre la neutralité climat. Donc, par exemple, la manière dont moi j'ai pris l'habitude d'expliquer ce qu'est la neutralité climat, alors ce que les Français appellent neutralité carbone pour une raison qui m'échappe toujours, mais c'est parce c'est climat parce qu'on parle bien de toutes les émissions de gaz à effet de serre, et pas que simplement du CO2. Ça, c'est une différence entre le français de Belgique et le français de France. Euh, la manière dont moi j'explique la neutralité, c'est de dire qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre tellement que ce qui nous reste peut être euh, compensé par de la captation, qu'elle soit basée sur la nature ou pas. Donc basé sur la nature, ça c'est en dehors du champ de votre question. Basé sur des technos, là c'est dans le champ de votre question. Donc déjà c'est la première approche, c'est vraiment de considérer ça comme étant un élément de voilà de dernier recours. Euh, donc voilà. Là où ça peut s'appliquer, alors à la fois le CCS enfin à la fois CCS et BECS, ça peut être dans une industrie en particulier où je vois vraiment pas comment est-ce qu'on fait sans que cette industrie puisse continuer à émettre un tout petit peu d'émissions de gaz à effet de serre, sauf si on a du CCS ou du BECS, c'est la production de clinker, qui est un ingrédient fondamental pour le ciment. Moi, je suis très convaincu et on souhaite notamment pousser du ciment bas clinker. Il y a une entreprise en France qui s'appelle Ecosem notamment qui fait ça, mais il y en a d'autres en Europe qui utilisent ce même type de procédé. Déjà, utiliser du ciment bas clinker, ça permet de diviser par 4 les émissions. Évidemment, avant ça, j'ai oublié de le mentionner parce que c'est un peu hors champ de ITRE. Comment est-ce qu'on réduit aussi la consommation de ciment? Comment est-ce qu'on peut remplacer par exemple du ciment par du bois d'œuvre? L'immense avantage du bois d'œuvre étant que c'est une solution en fait de captation du CO2 basée sur la nature, puisque le CO2 capté par l'arbre qui ensuite est utilisé pour faire une poutre par exemple, c'est du CO2 qui va rester stocké dans cette poutre pendant un siècle, voire plus. Donc une fois qu'on a fait tout ça, par contre, il y a quand même besoin de produire du clinker. Et le processus même de production du clinker émet du CO2. Et donc là, il faut soit un système de CCS, soit éventuellement même un système de CCS qui permet de capter les émissions de process, mais aussi les émissions issues de la combustion de biomasse, qui peut servir pour fournir la chaleur. Je peux rentrer dans plus de détails s'il y a besoin. Peut-être que je suis trop parti dans un truc trop précis, mais c'est pour vous donner un exemple d'un sujet qui est peut-être de niche au niveau économique, mais qui est pas de niche au niveau des émissions de gaz à effet de serre, hein. Le ciment au niveau mondial, j'ai oublié les chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 5% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est pas du tout, pas du tout négligeable. Et après sur le DAX, donc la capture directement du CO2 dans l'air, euh, voilà, ça dépend en fait. On parle de quoi? Si on parle de financement pour avoir des démonstrateurs et des prototypes, moi je suis en faveur de ça. Après il y a une question de voilà à quel point ça peut être déployé. Là où ça peut éventuellement être intéressant, c'est pour compenser des émissions où il y aura pas de CCS. Voilà, j'ai passé 6 ans de ma vie comme officier réserve de l'armée de terre, donc si vous me permettez, je vais prendre un exemple militaire, mais il y aura pas du CCS derrière le char Leclerc, quoi. Et le char Leclerc ou l'avion Rafale, a priori, il va encore voler en 2050, ou le char Leclerc rouler. Là, on sera nécessairement sur voilà, un combustible qui émettra du CO2. Donc ouais, c'est vraiment une approche de trouver la bonne place pour cette famille technologique sans préjuger d'une technologie en particulier, parce que notamment sur la capture du CO2 dans l'air, on est sur quelque chose où c'est pas du tout au niveau de maturité qu'on a sur, je sais pas moi, les batteries pour les voitures électriques par exemple, où là je suis beaucoup plus serein et j'ai une vision beaucoup plus claire sur ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, une question rapide de Célia Killeret que je vais lire, comme ça on perdra moins de temps. L'argument massue en ce moment pour détricoter le pacte vert, c'est de dire qu'il y a trop de normes et que l'Europe décroche par rapport à la Chine et aux États-Unis. Voilà. Ok. Oui, donc ça, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu et c'est un argument qui, à la base, vient du RN, hein, enfin des extrêmes droites européennes, qui a été repris par la droite et qui a aussi été reprise de fait par Emmanuel Macron, même s'il n'a pas dit il y a trop de normes, il a dit il en faut pas plus. Et une des choses pour lesquelles
je suis très déçu de la position d'Emmanuel Macron sur les questions environnementales européennes, c'est qu'avec sa pause réglementaire, il légitimise les prémices du raisonnement de l'extrême droite. Donc il légitimise ce que l'argument massu que vous avez rappelé, c'est Akiri. Euh, Cet argument-là n'a pas de sens en fait. Enfin, le truc fondamental qui fait que on a une industrie qui a une grande difficulté depuis 2 ans et demi, c'est le fait que Poutine a coupé ses livraisons de gaz à partir de l'été 2021 et que le prix du gaz fossile s'est envolé. Tu vois, c'est ça le truc. Voilà. C'est pas des normes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est que euh, l'industrie européenne, depuis des décennies, s'est fondée sur plusieurs piliers. Un de ces piliers, c'était on a du gaz russe fossile pas cher parce qu'on ferme les yeux sur les agissements de Poutine. Et Poutine, avant même d'envahir l'Ukraine, choisit d'utiliser cette dépendance européenne pour créer une crise économique et une inflation en Europe à partir de l'été 2021. Puisque c'est à partir de l'été 2021 que les Russes arrêtent de vendre du gaz sur le marché spot. Et après, vous connaissez la suite. Donc voilà. Il y a aussi plein de normes aux États-Unis, il y a aussi plein de normes en Chine. Il y a aussi plein de normes qui sont essentielles pour nous si on veut avoir une industrie. Je vous donne juste un exemple. Si on veut construire en Europe des panneaux solaires, une industrie qui s'est quand même pris qui a eu beaucoup de problèmes depuis plus d'une décennie. Si on ne fait pas plus de normes, notre industrie solaire, elle est morte. Un des enjeux essentiels, c'est évidemment d'investir dans l'industrie solaire, mais il faut aussi avoir des normes de durabilité du produit. Donc faire en sorte que ce soit les panneaux solaires qui durent au moins 20 ans ou 25 ans et pas des trucs qui marchent plus au bout de 5 ans. Des normes de CO2, au sens de CO2, donc le embedded CO2, donc le CO2 qui a été émis pour fabriquer le panneau. Des normes évidemment de contenu local, ce qui existe d'ailleurs aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, hein, et des normes de recyclabilité des panneaux solaires. Et peut-être un dernier point, des normes aussi de respect des droits sociaux. Par exemple, on n'utilise pas des esclaves ouïghours, nous en Europe, pour fabriquer du polysilicone qui est ensuite utilisé dans les panneaux solaires. Donc, avec ces éléments-là de normes, c'est comme ça qu'on va protéger notre industrie européenne du panneau solaire, ou plutôt ce qu'il en reste, de la concurrence déloyale provenant de la Chine. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre avec une réponse, disons, de 2024, mais cet argument, ce que Célia qui rappelle, hein, cet argument massu, enfin bon, vous suivez ces sujets-là, hein, ça fait des décennies qu'on nous le ressort de manière régulière. C'est une sorte de marronnier des gens qui sont opposés à la transformation écologique de nos sociétés. Ils peuvent trouver des exemples qui sont vrais. Parfois, il y a effectivement une ou deux normes très précises où clairement la chose est allée trop loin. Mais globalement, on a besoin de bonnes normes au niveau européen. Dans certains secteurs, on a aussi besoin de plus de normes justement pour protéger l'industrie européenne. Il y a un rejet de ce marronnier qui est plus récent et peut-être plus pertinent, qui est justement les crédits fédéraux alloués par le gouvernement de Washington dans le cadre de l'IRA et aussi Mhm. de la loi sur les infrastructures, qu'on oublie souvent. Là, c'est presque 370 milliards de dollars consacrés en 10 ans au développement de technologies propres et vertes, paraît-il. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait, même dans le cadre du NZIA européen, et que souligne bon nombre d'industriels. Mhm. Et a raison. Nous, un des éléments, et Raphaël Glucksmann l'a rappelé à plusieurs fois dans le cadre de ses discours, hein, c'est de développer un plan européen d'investissement pour le climat, avec une composante particulière pour ce qu'en anglais on appelle les clean tech, donc les technologies propres. Il y a aussi d'autres éléments sur lesquels on peut revenir, hein, des investissements par exemple dans la rénovation des écoles, qui est un des projets phares de notre programme. Mais pour rester sur ce secteur-là disons des industries vertes, nous on veut un plan européen d'investissement là-dessus qui s'inspire pleinement de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. Euh, Après la question évidemment c'est comment est-ce qu'on finance? Alors, nous, on veut un plan sur lequel, évidemment, on fera des garanties et des prêts, mais il faut aussi faire de l'equity et des subventions. Donc, on veut vraiment un plan qui nous permette de tout faire. Euh, la manière dont on le finance, nous, c'est un emprunt européen parce qu'il y a besoin effectivement d'investir tout de suite. Enfin, si on n'investit pas dans l'industrie solaire, dans ce qui reste de l'industrie solaire européenne dans les mois et les années à venir, globalement, ciao, quoi. Donc, il y a vraiment une urgence, c'est pour ça qu'il faut emprunter. Mais il faut aussi tout de suite, pour euh, permettre l'acceptation de l'emprunt par des pays dits frugaux, bah, qu'on ait des ressources pour rembourser cet emprunt.
Et nous, les ressources qu'on propose, elles sont extrêmement simples. C'est la fameuse initiative citoyenne européenne Taxer les riches, portée par Aurore Lalucq, dont je suis le colistier, et portée aussi par Paul Magnat, qui est le président du Parti socialiste belge. Il y a un ensemble de mesures pour prendre juste la plus, comment dire, la plus dimensionnante d'un point de vue budgétaire. C'est créer à l'échelle européenne un impôt sur les grandes fortunes. On me souvient, l'ISF, ça existait en France, ça a existé pendant, je crois, une trentaine d'années. Même Nicolas Sarkozy n'y a pas touché, mais Emmanuel Macron arrivé au pouvoir, une de ses premières décisions, ça a été de supprimer l'impôt sur enfin, l'ISF. Nous, on pense qu'il faudrait le recréer en France, mais puisque là, il s'agit d'élections européennes, on propose de le porter au niveau européen avec le soutien de beaucoup de camarades belges, finlandais, etc., pour que bah, les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine payent contribuent, payent leur part d'impôt et qu'ils la payent directement à l'Union européenne, ce qui permettra du coup de financer tout un ensemble d'éléments dans ce plan-là. Je peux revenir si vous voulez, il y a aussi des enjeux de taxation du kérosène, de TVA sur l'aviation qui sont liés aussi à nos sujets, enjeux de taxation sur les transactions financières, de lutte contre l'évasion fiscale. Je mets ça de côté, mais je peux y revenir si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment tout ça qui va nous permettre de lever à l'échelle européenne les centaines de milliards d'euros hein, dont nous avons besoin pour faire tout un tas de choses, notamment avoir un financement européen de l'industrie verte, de la rénovation des écoles, d'investissement dans la transformation énergétique, écologique de nos sociétés et aussi des enjeux santé et défense dont je peux parler si vous le souhaitez. Quel serait le montant de l'emprunt européen que vous souhaitez lever, ce qui nous donnera une idée des ressources propres que vous souhaitez générer à côté? Alors, je n'ai pas consolidé de chiffres précis. Si on raisonne sur une période de 10 ans, on est effectivement alors, sur une période de 10 ans, on est en milliers de milliards, ouais, pour le coup, sur une période de 10 ans. Donc, le chiffrage qu'on a fait sur les recettes hein, qui ont été faites, c'est 200 milliards d'euros par an de recettes. Donc, après, ça dépend comment vous voulez présenter le chiffre. Je tiens à spécifier la différence entre nous et le projet de Macron sur ça. Vous avez lu comme moi le très court projet d'Emmanuel Macron qui a une dizaine de pages et si vous avez lu la partie écologie, ça a dû vous prendre comme moi 4 minutes, euh, où il y a une annonce de 1000 milliards. Et c'est donc le terme, ce qu'ils utilisent dans leur programme, c'est mobiliser 1000 milliards. Et moi, j'ai posé la question, et c'est enregistré tout ça, hein, à Christophe Grudler. Je lui ai demandé si c'était voilà, si c'était des prêts ou des subventions. Et il m'a répondu que c'était des prêts. Et j'ai posé la question la semaine après dans un autre débat à Sandro Gorzi, qui est aussi candidat sur la liste de Macron et qui tient un rôle important dans la Macronie à l'échelle européenne. Et Sandro m'a dit que c'était et des prêts et des subventions. Et je lui ai demandé combien et il m'a pas répondu. Il a dit on n'a pas encore vu, etc. Donc quand il y a ces chiffres-là, et là c'est un peu ma casquette d'ancien Institut d'économie pour le climat, toujours se poser la question de est-ce que c'est des prêts, est-ce que c'est des subventions, est-ce que c'est de l'argent public ou privé, et est-ce que c'est de l'argent additionnel ou pas. Les 1000 milliards, mobiliser 1000 milliards dans le programme d'Emmanuel Macron, pour moi c'est juste un plan Juncker. Hein. Donc rappelez-vous, le plan Juncker de 2015, on pille une partie du budget européen, dont le budget de la recherche, pour enlever des subventions transformer ces subventions en fonds de garantie pour emprunter. La Banque européenne d'investissement emprunte et ils annoncent 300 milliards ou 400 milliards, je ne sais plus, d'investissements publics et privés qui ont été mobilisés avec, entre autres, l'extension de l'autoroute entre Heidelberg et Stuttgart dans une partie déjà très riche de l'Allemagne, ce qui est clairement pas le type de projet qu'on souhaite soutenir. Alors, on a reçu il y a quelques jours votre compétitrice Marie Toussaint. Euh, Et on a peine à distinguer finalement entre ce que vous venez de nous dire et ce qu'elle nous a dit précédemment, les grandes différences. Alors, qu'est-ce qui vous distingue, qu'est-ce qui distingue les socialistes européens des Verts européens? Alors, pour être tout à fait sincère, j'ai pas lu les 171 pages de leur programme en détail, donc ce que je vais vous dire est plus fondé sur une impression, parce que, enfin bon, la campagne ça prend beaucoup de temps, donc l'impression de plus qu'ils ont tenu comme discours que d'une analyse fine de leur programme que malheureusement j'ai pas eu le temps de faire. Euh, Déjà, enfin, moi je suis rassuré du fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ça montre que la famille politique à laquelle j'appartiens a vraiment réussi à faire, disons, à entamer une véritable mutation écologique. Et d'ailleurs, moi, si je m'engage, c'est aussi pour ça. Moi, je veux que ma famille politique soit pleinement sérieuse sur les questions environnementales. Je pense qu'on l'est dans ces élections-là, vraiment.
Et moi, j'y ai activement contribué avec beaucoup de réponses à des emails entre minuit 30 et 2 heures du matin sur ça. Donc déjà, le fait qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre le programme des Verts et le nôtre, pour moi, est une bonne nouvelle. Et j'aimerais que ce soit le cas d'ailleurs sur la volée écologie avec quasiment toutes les autres familles politiques, hein. Voilà. Il y a quand même des différences. Il y a deux points sur lesquels on diffère. Euh, L'argent public est limité. Moi, l'argent public, je veux le consacrer à la transition écologique. Je veux pas le consacrer à acheter, à devenir actionnaire d'entreprises fossiles dans l'objectif de transformer en interne ces entreprises fossiles. Cette proposition-là que j'ai beaucoup entendue, j'avoue que enfin, j'ai du mal à la comprendre vraiment, intellectuellement. Mais peut-être c'est parce que je suis limité et je vois pas enfin, ce qu'il y a derrière. Mais enfin, pour moi, voilà, vu qu'on a assez peu d'argent public et qu'on en a besoin de beaucoup, il faut l'investir dans la rénovation des écoles. Il faut l'investir dans l'industrie verte. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi acheter des actions totales devrait être prioritaire dans l'allocation des fonds publics pour la transition. Donc ça, c'est une des différences importantes. Et une autre différence, qui est évidemment la mairie au centre du village, c'est le rapport à la question nucléaire. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à m'exprimer sur la question nucléaire parce que c'est une question qui passionne et qui parfois rend un peu fou voilà, une partie des commentateurs. Euh, je suis surpris en fait que enfin, il y a eu un retour dans le programme des écologistes européens, la priorisation de la sortie du nucléaire. Ce qu'ils poussent dans leur programme, et j'ai encore été interpellé par un élu local des Verts lors de la marche pour le climat à Caen, donc Caen c'est la ville d'où je suis, ce samedi, qui tout de suite, alors que je ne connaissais pas, m'a attaqué sur la question du nucléaire, et je posais la question, je fais, mais tu penses vraiment qu'il faut sortir du nucléaire dès 2040, qu'il faut fermer toutes les centrales nucléaires en 2040? Et il m'a répondu oui. Euh, bon, bah, enfin, c'est plus mon rôle en tant que candidat de m'exprimer sur ça, mais je vous laisse poser des questions à des chercheurs de RTE, par exemple, ou même à des gens qui sont pas très pro-nucléaires, à Andreas Rödinger, par exemple, de l'IDRI ou autre. Mais je vois pas comment est-ce qu'on peut réaliser la transformation écologique de nos sociétés en se donnant comme priorité de fermer tous les réacteurs nucléaires qui nous restent en l'espace de 15 ans. Et surtout pour la France, même déjà pour l'échelle européenne. Le nucléaire aujourd'hui, c'est 25% du mix électrique. La parole officielle d'EDF, c'est que ça va passer de 25% du mix électrique européen à 16%. 16%, c'est un l'étiage haut, c'est ce que veut EDF. Donc on est déjà sur une trajectoire de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique européen. Mais vouloir sacrifier ce précieux pourcentage d'électricité décarbonée dès 2040, je trouve ça, voilà, enfin, pour moi, pour nous, c'est clairement pas la priorité. Et le dernier point qui est lié à la question vraiment européenne, c'est aussi ne pas reconnaître le choix national souverain de plusieurs États qui ont fait le choix du nucléaire. Évidemment, la Finlande est le dernier pays où on a eu un réacteur nucléaire nouveau qui est rentré en opération. Les écologistes finlandais ont soutenu la constitution de ce réacteur nucléaire. Et moi, je ne vois pas pourquoi l'Union européenne empêcherait les écologistes finlandais de développer le nucléaire en Finlande s'ils le souhaitent. Déjà, juridiquement, c'est pas sûr que ce soit compatible avec l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais même philosophiquement. Je veux dire, l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. C'est l'unité sur la décarbonation, sur le climat, sur le développement des énergies renouvelables, sur la rénovation des bâtiments. Euh, sur tout ça, on est unis et on peut tout à fait accepter une diversité de choix nationaux sur cette question euh, si chaude politiquement qu'est relancer, maintenir ou sortir du nucléaire. Alors, j'ai posé pas mal de questions. Y a-t-il chez mes consoeurs des questions que je n'aurais pas posées? Une fois, deux fois, trois fois, pas pour l'instant. Alors, je continue. Euh, si on regarde les commentateurs politiques français oublient souvent comment fonctionne le Parlement de Strasbourg, malheureusement. Si l'arithmétique est toujours bonne, en gros, à l'issue du scrutin
des 6 et 9 juin, les deux grands groupes qui continueront à peser le plus lourd, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas les groupes d'extrême droite, ce sont les conservateurs du PPE et les sociodémocrates de SED, qui risquent une fois encore, enfin c'est pas un risque d'ailleurs, c'est même très probable, de gouverner ensemble plus ou moins. Donc, est-ce que tous les cris d'orfraie qu'on peut pousser les uns et les autres, justement, en ce qui concerne un éventuel détricotage du pacte vert européen, est-ce que c'est pas finalement se faire peur pour pas grand-chose? Euh, Enfin, le pacte vert européen, il est déjà en train d'être détricoté avec la majorité actuelle, hein. Enfin, vous avez couvert vous-même les détricotements liés à la politique agricole commune. Ils ont lieu là au mois d'avril. Donc, si les grands équilibres du Parlement européen ne changent pas, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Donc déjà, le statu quo, c'est la poursuite d'une sorte de comment dire de petit détricotage du pacte vert. Or, on est sur des questions au niveau environnemental où si on fait du surplace, on va dans le mur. Puisque l'inertie du système économique est telle que si on fait du surplace, on continue à émettre beaucoup trop d'émissions de gaz à effet de serre, et je ne parle même pas des enjeux de biodiversité, on va dans le mur. Donc déjà, on est sur quelque chose où l'objectif collectif qu'en tant que société européenne, on doit se fixer, c'est de faire beaucoup plus. Donc, même dans une situation où on continuerait à faire autant, ce serait pas une bonne nouvelle. Et là, on est dans une situation depuis un an où il y a même moins en fait qui est fait. Même des éléments, notamment sur la PAC, qui ont été détricotés. Euh, le deuxième point peut-être, et, et bon, il y a des forces politiques en France qui ont intérêt à nationaliser la campagne. Ok, mais si on regarde la dimension européenne de la campagne, la dimension européenne, c'est pas que des élections européennes, hein, c'est aussi ce qui se passe en termes d'alliance dans les différents gouvernements, dans les différents États-nations européens. Qu'est-ce qui s'est passé en gros on va dire, ouais, depuis un an? Il y a effectivement un risque de montée de l'extrême droite partout en Europe. Il y a un pays qui a réussi à l'enrayer, c'est l'Espagne. En juin 2023, tous les commentateurs disaient Pedro Sanchez est foutu politiquement. Va y avoir des élections et ça va être une alliance PP-Vox, donc en termes français, une alliance Ciotti-Le Pen, avec un parti populaire espagnol à 30% et un Vox à 20%, quoi. C'était un peu le discours dominant. Et donc le retour de l'extrême droite au pouvoir en Espagne, première fois depuis la fin du franquisme. Tout le monde disait que c'était ça le scénario le plus probable. Et ben, les Espagnols en ont choisi autrement. Pedro Sanchez a provoqué des élections anticipées. Il y a eu une alliance des gauches. Alors, il n'y a pas de parti vert en Espagne. C'est intégré fondamentalement dans Sumar et dans le PSOE, donc dans la gauche radicale et la gauche social-démocrate espagnole, qui ont tous des pôles écologiques. On connaît très bien Teresa Ribera en France, par exemple, qui incarne ce pôle écologique dans la social-démocratie espagnole. Et il y a une campagne électorale et la beauté de la démocratie, c'est que c'est pas, enfin, moi en démocratie, en France, je dois avoir un 40 millionième du pouvoir et au niveau européen, j'ai un 300 millionième du pouvoir peut-être, quelque chose comme ça. Et donc du coup, les Espagnols et notamment les femmes espagnoles ont décidé autrement. Et donc non seulement Pedro Sanchez est toujours à la tête de l'Espagne aujourd'hui, mais en plus le parti Vox a baissé. Ils ont perdu un tiers de leur siège. Mais ça, c'est l'exception. Ce qu'on voit plutôt monter. Et donc cette exception-là nous permet de faire la transition écologique, hein. C'est ça que je veux quand même pour revenir à nos sujets. Mais ce qu'on a vu ailleurs, ce qu'on a vu en Suède, ce qu'on a vu en Finlande, ce qui était déjà le cas en Flandre et ce qu'on a vu récemment aux Pays-Bas, c'est une alliance entre le centre droit libéral, la droite conservatrice et l'extrême droite. Donc en termes européens, c'est une alliance Renew, PPE et soit les conservateurs réformistes européens, soit Identité et démocratie. Pour parler en termes français, c'est une alliance Macron, Ciotti, Le Pen, Zemmour. Donc en Suède, qui gouverne depuis 2 ans? C'est donc ce qui s'appelle les modérés, donc les partis de droite en Suède, avec les libéraux au gouvernement et avec le soutien de l'extrême droite suédoise depuis le Parlement, qui évidemment impacte leurs politiques, et notamment les politiques environnementales. Enfin, développer les énergies renouvelables en Suède, maintenant, c'est devenu hyper compliqué, quoi. En Finlande,
après la perte des élections, ça s'est joué à quelques voix. Il y a eu une alliance qui a été formée avec les soi-disant vrais Finlandais, qui est un parti d'extrême droite, avec le parti de la droite classique finlandaise, mais aussi avec un parti centriste, qui est le Parti du peuple suédois, qui fait partie de cette coalition en Finlande. Et quand ces coalitions-là sont arrivées, bah, Renaissance, en France, n'ont pas exclu de leur famille politique leurs alliés suédois et finlandais qui s'acoquinent avec l'extrême droite. De la même manière qu'ils n'ont pas exclu Open VLD, qui est le parti libéral flamand, qui est en alliance en Flandre avec la NVA. Donc la NVA, c'est le parti de Bart de Wever, qui est un parti qui déteste les gens qui, comme vous et moi, parlons la langue française. Donc voilà, tous ces gens-là sont alliés. Et on a eu, il y a 2 semaines, je crois maintenant, bah, une nouvelle coalition aux Pays-Bas, où c'est Geert Wilders, qui est le bon ami de Marine Le Pen, qui risque de devenir Premier ministre avec le soutien des libéraux, alliés d'Emmanuel Macron, donc le parti VVD. Et cette coalition-là, on a vu émerger du coup en Flandre, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, et il n'y a eu aucune mesure de rétorsion contre les partis centristes qui ont participé à cette coalition. Moi, je crains que ce soit une alliance possible après le 9 juin. Et je le crains tellement que bah, Valérie Hayé, quand on lui a posé la question de qu'est-ce que vous en pensez, elle a dit c'est mal, c'est mal, c'est mal. On va voir si on arrive à les exclure après le 10 juin. Désolé. Et vos confrères du Monde, notamment Madame Malingre, Virginie Malingre, qui suit la politique européenne, a bien expliqué que cette promesse-là était une coquille vide, puisque les libéraux et démocrates européens n'ont absolument pas envie de virer 10 eurodéputés de leur groupe qui déjà est faible. Et pour couronner le tout, Ursula von der Leyen, il y a 2, 3 semaines, a dit qu'elle était ouverte, qu'elle n'excluait pas, phrase à la mode, de faire alliance avec les conservateurs et réformistes européens. Donc, c'est les amis de Giorgia Meloni en Italie, de Jarosław Kaczynski en Pologne, mais aussi d'Éric Zemmour en France. Donc, on a quand même une situation où il y a énormément de signaux qui nous disent, ouh là là, la droite libérale européenne est prête à s'allier avec la droite conservatrice et l'extrême droite. Enfin, il n'y a pas de politique écologique faisable dans cette coalition, soyons clairs. Parce que déjà, il n'y a personne qui va la défendre, et parce qu'en plus, il y a plein de gens qui vont l'attaquer. Et moi, je suis vraiment profondément inquiet, aussi parce que je connais l'histoire, j'ai fait un peu d'histoire dans ma vie, de voir cette coalition émerger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en France? Et c'est quand même fou, quoi. Ils organisent ce duo Macron-Le Pen, alors qu'ils sont alliés ensemble, enfin plutôt leurs familles politiques sont alliées ensemble en Flandre, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande. Et donc, du coup, il y a un vrai risque, en fait, que bah, voter pour Macron, pour Ciotti, pour Le Pen ou pour Zemmour, à la fin, c'est bah, augmenter les probabilités d'occurrence d'une coalition centre-droit libéral, droite conservatrice et extrême droite au Parlement européen. Face à ça, nous, on est très clair, et c'est pas nous Français, c'est nous Européens. Pendant que Gabriel Attal offrait une plateforme à Jordan Bardella le 23 mai, nous, on avait réuni toutes les forces social-démocrates européennes à Paris, avec Raphaël Glucksmann, avec Elly Schlein du Parti démocratique italien, nos camarades espagnols, etc., pour dire nous ne nous sommes jamais alliés avec l'extrême droite, ni au niveau local, ni au niveau national, ni au niveau européen, et nous ne le ferons jamais. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va passer ce 9 juin? Est-ce que la famille politique qui arrivera en tête, c'est la droite européenne? Et dans ce cas-là, on ne pourra pas exclure une alliance centre-droit libéral, droite conservatrice et extrême droite? Ou est-ce que pour la première fois depuis 1994, donc depuis 30 ans, c'est notre famille politique, la famille politique de Jacques Delors, qui arrive en tête des élections et si on arrive en tête des élections, bah, c'est nous qui formons la coalition. Et évidemment, on la formera pas avec l'extrême droite, pour dire une évidence, et on la formera avec des centristes intelligents, de la droite intelligente aussi, je pense notamment à la droite irlandaise, qui sur nos sujets environnementaux est bien plus progressiste que Emmanuel Macron. Évidemment les Verts, puisque c'est notre premier allié depuis des décennies hein, au Parlement européen. Donc voilà, donc ça en France, c'est ça aussi qui se joue. Et donc, si le 9 juin, la liste de Raphaël Glucksmann fait le plus haut score possible, bah, ça augmente les chances qu'au niveau européen, on soit premier, comme Pedro Sanchez a réussi à le faire en Espagne à l'été dernier. Et l'autre chose qui sera évidemment à suivre, c'est quel sera le résultat de LR et de Reconquête. Si et LR et Reconquête sont en dessous de 5%, bah, ça donnerait un petit bol d'oxygène
puisque ça affaiblira, notamment pour Reconquête, voilà, la famille de Giorgia Meloni, qui, si Reconquête fait 5,5%, aura 5 eurodéputés français, et si Reconquête fait 4,5%, ils en auront zéro. Donc évidemment, un de nos objectifs dans la campagne, c'est qu'il y ait zéro élu de Reconquête qui a siégé au Parlement européen. La politique française est cruelle, disiez-vous tout à l'heure. Je vais donc vous interroger sur ce que vous pensez de l'effondrement de vos futurs alliés écologistes. Parle notamment au niveau français, mais globalement, c'est une tendance que l'on observe au niveau européen. Est-ce seulement le fait qu'ils ont été élus en 2019 dans la foulée des grandes marches sur le climat, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus structurelles? Je sais pas. Je peux vous donner éventuellement des intuitions que j'ai, mais j'ai pas étudié le sujet et je pense qu'il y aura, enfin, déjà deux choses. De un, on verra le 9 juin. Euh, Moi, je sais qu'en 2019, ils avaient 8% dans les sondages, ils ont eu 13% des votes. Euh, et je sais que ça peut arriver aussi à nous, dans un sens comme dans l'autre, mais ça peut aussi leur arriver à eux. Donc déjà, on verra s'il y a un effondrement, hein. Si le 8 juin, le 9 juin, pardon, on se retrouve avec des Verts qui sont à 7-8%, bah, c'est un mauvais score, mais c'est dans les scores historiques qu'ont fait les Verts durant ce que mes amis Verts appellent les années en quatre. Voilà, alors je sais pas à quel point c'est répandu chez les Verts, mais en tout cas, j'ai un ami Vert qui m'a dit qu'ils auraient un dicton chez les Verts qui est que les années en 9 ils font des bons scores européennes et les années en 4 ils font des mauvais scores. Je pense pas que ce soit prédictif, mais c'est vrai que quand on regarde les résultats, ils ont fait des bons scores en 2019. Ils avaient fait aussi des bons scores en 2009 avec Daniel Cohn-Bendit. Ils ont fait 16% à l'époque, hein. Beaucoup plus qu'en 2019. Alors qu'il n'y a pas de marche sur le climat en 2009, hein, clairement. Et en 2014, ils ont fait un score qui est quand même correct, hein. Ils n'ont pas disparu, mais qui n'était pas flamboyant. Voilà, 2019, on verra. Donc, déjà, on verra le résultat qu'ils font en France et ensuite au niveau européen. Euh, Ouais, j'avoue que je vois pas trop l'utilité de commenter à 13 jours d'une sélection et de faire différentes hypothèses. En tout cas, pour être très clair, sur les sujets écologiques, les Verts, tant français qu'européens, sont nos premiers alliés. C'est nos premiers alliés au niveau municipal, ce sont nos premiers alliés au niveau régional, ce sont nos premiers alliés au niveau national et c'est évidemment nos premiers alliés au niveau européen. Et donc moi, en tant qu'eurodéputé en ITRE, mon premier acte quand je veux soutenir, je sais pas moi, une stratégie européenne du développement du solaire thermique, qui est qui est une technologie dont on parle pas assez, évidemment ma première action sera de voir qui chez les Verts peut être la personne qui va mener avec moi ce combat-là. Je sais pas. Célia, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'est plus un duo qu'une interview collective. Non. Non. Euh, En termes de priorité, c'est une fois que vous arrivez au Parlement, c'est quoi vraiment les dossiers dont vous allez vous emparer tout de suite et ceux sur lesquels vous souhaitez une conclusion rapide? Je voulais juste faire, avant que vous répondiez, il y a un dossier qui est vraiment ce qu'on appelle en jargon presque un bâton merdeux, qui va arriver lors de la prochaine mandature, qui est celui de la mise en œuvre, peut-être, de l'ETS2, qui est donc cette nouvelle tarification des émissions du carbone Je connais bien, oui. appliquée au transport routier et au chauffage, pour schématiser, et qui fait peur à beaucoup de monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous effraie ou pas du tout? C'est la question du marché carbone, c'est la raison pour laquelle je serai aussi suppléant en envie. Donc c'est évidemment un sujet sur lequel je vais m'investir. Ensuite, vu l'agenda post-élection européenne, la priorité des priorités. Alors déjà, c'est que effectivement, je puisse aller en ITRE. Moi, c'est notre désir, mais tout ça se négocie au sein du Parlement européen. Comment ça se Euh, négocie justement? Parce que ça, c'est une cuisine qu'on ne connaît pas vraiment. Ça se négocie en fait entre groupes. Donc en fait, plus notre groupe pèse, plus on peut choisir les commissions où on va aller. Et après, ça dépend de chaque mandature, mais il y a des commissions qui sont plus ou moins demandées.
et où du coup c'est plus ou moins facile. Enfin, je peux vous expliquer ça, mais il y a tout un système de points en fait accumulés, et donc du coup on dépense des points pour avoir des postes, etc. Et à la fin, ça nous donne la situation. Et ça, pour moi, c'est fondamental en fait d'être titulaire en ITRE parce que pendant 5 ans, on n'a eu personne des sociodémocrates français en ITRE. Parce qu'il y avait que 6 eurodéputés et qu'il y avait 20 commissions. Donc voilà, c'est compliqué. Et ça, c'est évidemment un thème important. L'autre élément qui est essentiel, c'est la constitution de la nouvelle Commission européenne. Mhm. Et donc là, moi, mon rôle, ce sera qu'on ait la meilleure équipe au sein de la Commission européenne, en règle générale, et plus spécifiquement sur les sujets écologie, industrie, environnement, climat, énergie. Là, clairement, en 2019, il y a eu un choix de la part des centristes européens, donc la famille d'Emmanuel Macron, de mettre leur candidate Kadri Simpson à la tête de l'énergie. Euh, voilà, Kadri Simpson est quelqu'un de très sympathique, mais clairement, elle n'avait pas les épaules pour faire face, en tout cas pour gérer le portefeuille énergie dans le contexte qu'on connaît, quoi. Et ça a été une faiblesse. Et la Commission européenne aurait été plus forte si jamais il y avait eu un ou une commissaire voilà, avec plus de poids politique à la tête du portefeuille énergie. Donc ça, c'est un élément essentiel. La question de la transformation écologique, elle est fondamentale pour nous. Donc si nous, notre famille politique, gagne les élections européennes, on arrive en premier, enfin là, on est dans la marge d'erreur des sondages entre nous et la droite, hein. Donc si nous, on arrive premier au niveau européen, bah, on demandera la tête de la Commission européenne avec Nicolas Schmitt et on demandera notamment à construire un portefeuille important. Peut-être point important pour vous à noter, euh, si nous gagnons les élections européennes et que nous imposons, du coup, nous pouvons imposer Nicolas Schmitt comme président de la Commission européenne, le commissaire allemand sera un commissaire des Verts. C'est un truc qu'ils ont négocié en 2021 dans le cadre du pacte de coalition en Allemagne. Euh, le commissaire allemand, ce sera soit Ursula von der Leyen si elle peut devenir présidente de la Commission, soit un commissaire vert. C'est ça qu'ils ont négocié. Et donc évidemment, la question, c'est qui sera ce commissaire vert dans ce scénario-là? Euh, Si c'est quelqu'un de la trempe de Robert Habeck, bah, évidemment, on peut mettre un vert à un poste hyper important de super commissaire en charge de l'économie et de la protection du climat, pour utiliser l'expression allemande. Donc voilà, donc ça, il y a ces enjeux-là de constitution de la commission qui est fondamentale, avec une présidence de la commission qu'on souhaite être social-démocrate si on gagne les élections du 9 juin, et c'est une possibilité aujourd'hui, mais aussi de constitution d'une équipe qui permet d'avoir un pôle de commissaires progressistes, pro-européens, humanistes, très engagés sur l'écologie, avec évidemment des sociodémocrates, mais aussi en alliance avec un commissaire vert allemand dans ce scénario-là, et d'autres commissaires qui peuvent venir d'autres pays et d'autres familles politiques, mais qui sont véritablement engagés sur cette question écologique et de ce que nous on appelle la révolution énergétique, écologique et industrielle. Et tout ça, ça va jouer bah, dans les négociations l'été et ça va atterrir en septembre, octobre, novembre avec la constitution d'une nouvelle Commission européenne. Et cette Commission européenne ne peut être arrivée au pouvoir qu'avec le soutien actif d'une majorité d'eurodéputés. Et avant ça, nous, on auditionnera en tant qu'eurodéputés chacun des candidats au poste de commissaire et s'ils sont nuls, on les vire. Et ça s'est passé en 2019. Sylvie Goulard, qui était la première candidate d'Emmanuel Macron, a été éjectée suite aux auditions voilà, où elle a fait preuve d'une piètre performance, disons, au sein du Parlement européen. Une question de Sandy Dauphin. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, Oui, Bonjour, je suis désolée, j'ai dû m'absenter parce que j'avais une autre réunion, mais je reviens. J'ai une dernière question à vous poser. Sur la fin de la vente des voitures électriques, enfin thermiques neuves, pardon, excusez-moi, comment faites-vous pour que cette mesure, donc cette norme européenne, ne favorise pas uniquement les constructeurs chinois euh, et favorise aussi les constructeurs européens? Parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même des voitures chinoises très très peu chères, qui sont produites en très très grande quantité, qui sont plus à même d'être importées, quoi. ouais. Alors, il y a plusieurs choses qu'on souhaite faire. Premièrement, c'est continuer l'enquête anti-dumping qui a déjà été lancée.
Et ça, c'est un truc aussi au niveau européen où le Parlement peut se saisir aussi du sujet. Donc la Commission a déjà lancé une enquête, c'est très bien. Nous, on a la capacité au Parlement européen, enfin, donc, je suis pas encore élu, mais si je suis élu, les eurodéputés, voilà, ont la capacité de mener en place aussi leur propre commission d'enquête pour savoir quel est le niveau de subvention en Chine, est-ce que ça viole du coup les règles européennes. En tout cas, il y a suffisamment de suspicions pour que la Commission européenne ait lancé une enquête. Mais ça, évidemment, ça suffit pas. Je parlais plus tôt, mais du coup, je sais pas si vous étiez là sur la question des normes. Un des exemples, donc j'ai donné l'exemple pour les panneaux solaires, mais ça vaut aussi pour les batteries. Avoir des normes européennes qui imposent de concevoir des batteries qui sont facilement recyclables. Donc, on inclut la question de la recyclabilité dans le design même de la fabrication des cellules de batterie et des batteries. Ça, c'est quelque chose qui fait obstacle aux Chinois qui, en fait, se posent pas ces questions-là. Et donc, du coup, avoir ça, c'est du coup de dire que toute batterie utilisée en Europe ou vendue en Europe doit répondre à ces normes de recyclabilité, ce qui de fait favorise la production européenne. Et Mais le dernier pardon, point, oui. l'enquête, pardon, vous dites l'enquête anti-dumping, mais même si on augmente, si j'ai bien compris, les droits de douane, c'est 10% sur les véhicules électriques chinois contre 100%, ce qui a été décidé aux États-Unis. Même si l'enquête dit il faut augmenter les droits de douane, est-ce que l'écart des prix est tellement énorme que ça va pas non plus être un énorme frein, si, pour l'industrie chinoise? Alors, les droits de douane, on peut aussi choisir de les augmenter dans le cadre de la politique commerciale européenne. Oui, mais quand vous Et, avez des Allemands qui exportent des voitures en Chine, on voit mal comment ils vont dire oui, non? enfin, c'est une majorité qualifiée, hein. Donc, Ouais, s'il y a que l'Allemagne qui bloque, ça la passe Suède. sans problème, hein. Donc là, ensuite, ces majorités-là, elles se construisent, clairement. Et cette majorité-là, par exemple, elle n'a pas vu le jour en 2010-2011 quand il y a eu des mesures anti-dumping sur les panneaux solaires chinois. Donc, vous avez D'accord. complètement raison de souligner ce talon d'Achille. D'où l'importance d'avoir des eurodéputés français ou autres, hein, mais qui sont déjà actifs sur ces sujets-là. Qui, dans notre famille politique, va porter ces sujets-là au Parlement européen? C'est Raphaël Glucksmann lui-même, puisque c'est un enjeu de commerce international. Raphaël connaît bien ces sujets-là avec son investissement d'abord sur les Ouïghours et plus généralement sur les enjeux de commerce avec la Chine. Il s'est déjà investi sur de la législation pour protéger nos fabricants de panneaux solaires. Malheureusement, on a eu Emmanuel Macron contre nous et cette bataille-là, on l'a perdue. Et on l'a perdue parce qu'on n'était pas assez nombreux, soyons clairs. Et donc, du coup, on souhaite continuer ce combat-là avec plus que 6 eurodéputés, ça va être plus facile. Et plus on sera nombreux, plus ce sera facile pour nous d'obtenir des victoires sur ça. Donc ça se joue dans la commission INTA, qui est la commission commerce international au Parlement européen, où Raphaël Glucksmann siège déjà, et où plus gros sera notre score, plus il aura de poids dans cette commission-là, et du coup de capacité à mettre en place des normes qui protègent nos industriels d'une concurrence déloyale de la Chine sur les batteries et sur les voitures électriques. Euh, Merci beaucoup. ouais, juste un dernier point de ma réponse, parce qu'il n'y a pas que ça. Là, je vous ai donné que des mesures défensives, si je puis dire, commerciales. Il y a aussi des mesures d'investissement dans nos filières. Et donc, ce plan européen d'investissement dans les clean tech, donc dans les technologies propres dont je parlais avant, cette sorte de version européenne de l'Inflation Reduction Act, il est là aussi pour investir dans notre appareil industriel. Et nous, on souhaite investir dans des choses qui font baisser les coûts des voitures électriques qu'on souhaite. Et les voitures électriques qu'on souhaite, c'est des voitures qui sont petites, taille moyenne, on va dire. C'est des voitures qui, dans les années 80, auraient été considérées comme grosses, mais qui aujourd'hui sont considérées comme petites. Donc, on va les appeler ça des voitures de taille moyenne, qui sont légères et qui sont abordables. Donc nous, si vous voulez, la transformation écologique qu'on veut, c'est pas un SUV électrique qui pèse 2,4 tonnes, quoi. C'est pas ça que nous, on souhaite soutenir. Nous, on souhaite soutenir des voitures qui sont, peut-être pour le dire comme ça, de la taille de ce que fait Renault. Je prends juste cet exemple-là, je pourrais parler d'autres constructeurs, mais Dacia Spring, Renault Zoé, Mégane, R5, c'est le type de voiture qu'on souhaite soutenir. Et donc, du coup, on veut avoir une politique industrielle qui nous permet tout le long de la chaîne de valeur de soutenir ce type de véhicule électrique-là, à la fois pour nous protéger de la concurrence chinoise, parce que les Chinois sont tout à fait capables de faire des gros SUV, mais aussi pour avoir une transformation qui soit la plus écologique possible. Et donc, du coup, notre approche, c'est pas de remplacer un véhicule de 2 tonnes thermique par un véhicule de 2 tonnes électrique, mais de remplacer des voitures par d'autres véhicules, voire une absence de véhicules dans certains cas,
tout ce qui est Europe du train, on pourra en parler si vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont encore besoin de voitures, que ce soit des voitures légères, de taille petite et moyenne. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des voitures qui soient abordables économiquement pour les classes moyennes sur le marché du neuf et du coup, à terme, pour les classes populaires aussi sur le marché secondaire. J'abuse, hein, mais qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Stellantis qui justement vient de prendre des parts dans la société chinoise, dont j'ai oublié le nom bien sûr, et qui va importer massivement des voitures chinoises. Euh, et l'argument, c'est de dire bah, les profits qui sont tirés de ces importations seront réinvestis en Europe. Moi, je suis extrêmement inquiet. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une entreprise qui devienne le cheval de Troie de la concurrence chinoise en Europe. Ça, c'est clair. Euh, la, hum, c'est un sujet où on a besoin d'avoir une intégration entre les enjeux industriels, écologiques et commerciaux, de manière à veiller que, il n'y ait pas un acteur majeur qui aille à l'encontre des intérêts européens. Si cet acteur majeur va à l'encontre des intérêts européens, il faudra que les eurodéputés agissent. Très concrètement, ça, c'est après le 9 juin un sujet enfin, qu'on peut tout à fait mettre à notre agenda. Euh, si je suis l'eurodéputé, en tout cas, je pourrais le mettre à l'agenda pour qu'on en parle avec notamment les collègues de la commission ITRE où moi je serai, Commerce international où Raphaël sera, et de la commission transport où on aura aussi des représentants pour voir voilà, quelles sont les options sur la table. Ça, c'est aussi une question que moi, je peux poser, si je suis élu, au commissaire. Typiquement, je serais très curieux d'avoir l'avis de Thierry Breton, qui est censé être en charge de l'industrie sur ce sujet-là, et qu'on soit capable de prendre des mesures si, effectivement, comme je le crains, euh, ce type, euh, ce type d'alliance bah, risque d'affaiblir profondément l'économie européenne et nous rendre encore plus dépendants de la Chine, ce qui évidemment est complètement à l'opposé de ce que nous on souhaite. Enfin, je veux dire, enfin, le simple fait que la Chine, enfin que selon les services secrets français, de manière officielle et publique, la Chine attaque Raphaël Glucksmann et notre campagne, ça doit suffire à démontrer que on n'est pas les alliés des Chinois et qu'ils nous considèrent en tout cas comme suffisamment dangereux pour eux pour s'attaquer directement à nous. Merci beaucoup. L'une des raisons qui fait que l'Iran américaine intéresse beaucoup les industriels de tout pays, finalement, c'est qu'il donne une visibilité aux Ouais. industriels très longue, de plus de 10 ans, et ce, quelle que soit finalement la date de signature de l'accord entre l'entreprise et le gouvernement fédéral. Est-ce que votre plan d'investissement reprendrait un petit peu cette architecture qui donne de la visibilité, ou est-ce que ce serait très différent? Alors, justement, quand je parlais d'un plan européen d'investissement climat qui s'inspire de l'Inflation Reduction Act, c'est notamment qu'il s'en inspire dans sa capacité à donner de la prévisibilité sur au moins 10 ans. Donc ça, c'est clairement notre philosophie. Ensuite, si on lève un peu le capot de la voiture et qu'on regarde la tuyauterie, ça passera pas par des crédits d'impôt au niveau européen. Pourquoi est-ce que ça passera pas par des crédits d'impôt européens? Parce que pour avoir des crédits d'impôt européens, il faut avoir des impôts européens. Et même si nous, on s'est beaucoup battu pour avoir des impôts européens, beaucoup de gens nous ont empêchés là-dessus, puisque, encore une fois, hein, je le rappelle parce que c'est important, la dernière fois qu'on a eu un homme de gauche à la tête de la Commission européenne, c'était en 1994, hein, avec Jacques Delors. Ça fait 30 ans que la Commission européenne est dirigée soit par le centre droit, Romano Prodi dans les années 2000, soit depuis 20 ans de manière consécutive par la droite conservatrice européenne, la droite d'Éric Ciotti, qui a une aversion idéologique à l'impôt, même à l'impôt européen sur les grandes entreprises. Donc du coup, parce qu'il n'y a pas d'impôt européen, on ne peut pas avoir de crédit d'impôt européen, on passera par d'autres mécanismes. Là-dessus, euh, je vous fais une réponse générale, mais en fait, la réponse spécifique, elle va dépendre des secteurs. Il faut penser, alors ce qu'en anglais on appelle de la blended finance, donc il faut penser l'articulation entre, je vais du plus doux au plus interventionniste. Le plus doux, c'est les contre-garanties. Ensuite, il y a les garanties. Ensuite, il y a les prêts. Ensuite, il y a les subventions. Et à la fin, il y a l'equity. Et il faut qu'on pense l'intégralité de ces outils. Et après, ça va dépendre du secteur où on est. Euh, Typiquement sur la production de batteries. Sur la production de batteries, je pense que des prêts, c'est hyper utile. Et il peut y avoir besoin, il y aura même probablement besoin
de subventions, mais ces subventions-là peuvent être pensées par des mécanismes de type contrat pour différence, ce qui existe déjà par exemple pour la production électrique renouvelable en France et dans d'autres pays. Et ça, les contrats pour différence, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas donner un chiffre en fait sur combien ça va coûter notre plan d'investissement. C'est parce que bah, dans un contrat pour différence, ce que ça coûte dépend du prix de marché futur qu'on ne peut pas prédire. Et donc les contrats pour différence, c'est des choses qui peuvent vous coûter certaines années, mais qui peuvent même vous rapporter de l'argent d'autres années, comme on l'a vu sur la production électrique renouvelable en France, où durant les dernières années, ça n'a pas coûté du tout d'argent, ça a même rapporté un pognon de dingue à l'État. Et après, il y a d'autres secteurs, par exemple sur le secteur du réseau électrique européen où bah, ça peut être pertinent d'avoir de l'equity, c'est-à-dire que l'Union européenne investisse de l'argent pour bah, prendre des parts, prendre des actions dans les entreprises de réseau de transport d'électricité, qui sont de toute manière des monopoles naturels et qui sont dans beaucoup de cas, notamment en France, des monopoles publics avec des entreprises publiques. Et ça, pour nous, c'est aussi un outil qui doit être discuté, doit être mis sur la table. Dans tous les cas, cette pluralité d'outils-là, on l'adaptera en fonction des besoins de chaque secteur parce qu'il faut être pragmatique, intelligent et raisonnable sur la quantité d'argent public qu'on mobilise. Mais il y aura vraiment cet objectif-là de garantir les choses pendant 10 ans. Ça, c'est vraiment fondamental pour éviter bah, ce qu'on voit un peu en France au niveau budgétaire, c'est la navigation à vue. Un gouvernement qui vote en décembre un budget qu'il détricote en février. C'est pas comme ça qu'on réussit à faire la plus grande transformation industrielle de nos sociétés depuis un siècle, c'est sûr. Donc il faut de la prévisibilité. Ça, on souhaite le faire au niveau européen. Et le faire au niveau européen, je le rappelle aussi, permettra aussi d'avoir un niveau de prévisibilité au niveau français. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire au niveau européen sera accessible par tous les acteurs européens, mais aussi par les acteurs français. Et ça va rassurer beaucoup d'acteurs qui s'inquiètent de ce qui va se passer en 2027. Et là, au moins, si on garantit ce plan-là à l'échelle européenne, eh ben, ça donnera de la prévisibilité sur les 10 années à venir pour tous les acteurs d'Europe, mais aussi pour les acteurs français. Prendre des participations dans le capital d'infrastructures de transport d'énergie, ça s'appliquerait à des entreprises comme RTE ou seulement à des interconnexions? Ça, c'est à voir, hein. C'est le genre de choses qu'il faut discuter et il faut détailler, etc. Je dis juste que ça doit être une option sur la table. Moi, j'y suis favorable. Je pense que quand on parle de marché européen de l'électricité, on a des acteurs clés que sont bah, les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Il faut au moins qu'on discute de, voilà, s'ils ont besoin d'une injection de capital et que un État-nation n'est pas capable pour des raisons diverses et variées, de faire cette injection de capital avec de l'argent national, il faut qu'il y ait une option, qui est une injection de capital d'argent européen qui puisse être mis sur la table. J'avais peut-être, avant de vous relâcher, une dernière option, une dernière question, pardon. Vous parliez tout à l'heure d'un accord intra-coalition allemande pour le choix des responsabilités, en disant que ça pourrait être quelqu'un de la stature de Robert Habeck qui devienne l'un des commissaires européens. Ces commissaires doivent-ils être des parlementaires au départ ou ça peut être une personnalité du pays qui a le droit de déplacer là où ils sont? Alors, ça peut être absolument n'importe qui, ça n'a même pas besoin d'être un national du pays. Alors, de fait, c'est le cas, mais rien n'empêche. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un cas avec un commissaire qui a été nommé par le Luxembourg et qui n'était pas luxembourgeois dans le temps, mais il y a fort longtemps, fort longtemps, fort longtemps, à l'époque où il y avait parfois deux commissaires par pays, donc c'est une époque révolue. Donc voilà, ce que j'évoquais, c'est le contrat de coalition qui a été fait en Allemagne à l'automne 2021 et dans lequel il est écrit que euh, le choix de l'Allemagne pour être commissaire, c'est soit von der Leyen si elle est à nouveau présidente de la Commission européenne, soit un choix qui sera fait par les Verts allemands. Je ne sais pas ce que les Verts allemands choisiraient, mais effectivement, plus nous enverrons quelqu'un de qualité, plus on pourra l'intégrer à un haut niveau dans l'organisation de la commission qu'on souhaite avoir si, bah, pour la première fois depuis 30 ans, on réussit à gagner les élections et à avoir un président de la Commission européenne qui soit issu de la social-démocratie européenne. Bien, Thomas Pellerin-Caron, je vous remercie de nous avoir consacré du temps qui doit être encore plus précieux que d'habitude. Bon vent pour les élections et à très bientôt, peut-être dans une autre, dans un autre hémicycle, on va dire. Oui, puis peut-être pour dire un mot de conclusion, enfin, c'est plus pour vous remercier du travail que vous faites.
un journalisme de qualité, c'est toujours important en démocratie, a fortiori sur la question environnementale et a fortiori dans le contexte dans lequel on est, où ces sujets sont soit invisibilisés, soit l'objet de fausses informations. Donc, voilà, je voulais vous remercier aussi pour le travail que vous faites, qui, je le sais par certains de vos collègues qui me disent ça en privé, c'est pas toujours facile dans les rédactions, surtout en ce moment. Et donc voilà. Donc là, il y a les élections et je serai aussi évidemment disponible bah, si je suis élu après le 9 juin pour pouvoir faire des points réguliers. Bah, pourquoi pas d'ailleurs avec vous, voilà, à votre initiative bien évidemment, de manière à ce que pendant les 5 prochaines années, bah, ce soit voilà plus facile pour vous de parler des enjeux environnementaux européens dans les médias français. On saura vous rappeler cette promesse en temps. Merci beaucoup pour Je ce l'ai déjà brief. fait avant, donc c'est une promesse dans laquelle vous pouvez croire. C'est pas la première fois que je parle devant vous. Donc, voilà. Merci à vous et Merci. bon courage. Au revoir.